Bonsoir à toutes et à tous, et puis merci d'être là. On est très content de vous accueillir ce soir, et puis surtout d'accueillir Françoise pour une carte blanche, dans le cadre d'un cycle de rencontres organisé ici pour les 25 ans de la Fabrique, avec donc les amis du Cirque électrique et la merveilleuse librairie rennaise Planetio, dont la table là-bas, vous pourrez retrouver tous les livres, notamment de Françoise, qui a donc, qui est une autrice très importante pour nous, qui a publié 3 livres chez nous. Un féminisme décolonial, une théorie féministe de la violence et, plus récemment, programme de désordre absolu, décoloniser le musée. La première question, elle porte au fond sur ton nom. Alors, c'est pas un contrôle de police, hein. Et je sais bien que tu répugnes au genre autobiographique, et qu'on pleure pas devant la police et qu'on raconte pas sa vie, etc. Mais je vais essayer du coup de donner à ma question les contours les plus politiques qui soient. Ton grand-père, après s'être marié au Vietnam, est revenu à La Réunion et il a fondé la première association des travailleurs de l'île et puis la section locale du Parti communiste français. Ton père a fondé pour sa part le Parti communiste réunionnais et il était un militant plus qu'important jusqu'à la fin de ses jours. Ta mère était une militante aussi, militante tout en élevant 4 enfants avec un mari en clandestinité. Et puis bon, évidemment, ton oncle a été un avocat extrêmement important, et notamment l'avocate Jamila Bouhired, qui est une très grande figure de la lutte de libération nationale algérienne. Et dans tous les récits que tu fais, je trouve qu'il y a une chose extrêmement frappante, c'est la centralité de l'anti-impérialisme dans le communisme qui s'élabore alors, la centralité de la question tiers-mondiste. Et j'aimerais que tu essayes de raconter un peu ce paysage, cette matrice intellectuelle et politique, dont, à mon avis, beaucoup de choses s'expliquent par la suite dans ton travail. Bonsoir, merci d'être venu. Pour moi, ce qui est important, c'est de dégager aussi l'histoire d'un communisme du Sud global de l'histoire du communisme au Nord. C'est-à-dire enfermé dans la question du goulag ou de Mao, Staline, et de dire qu'il y a eu un communisme dans le Sud global qui était anticolonial et qui était anti-impérialiste et pour qui le communisme signifiait autre chose que ce qu'il y avait au Nord. Et donc cette idée d'un communisme différent m'a toujours intéressée, plutôt que de rentrer dans les débats européens sur cela. Une Europe qui, en général, un communisme européen qui s'est complètement désintéressé de ces communismes. Or, il y avait des mouvements puissants, notamment le plus puissant parti communiste en Afrique était au Soudan, dont on ne sait en général rien, dont on n'a lu aucun des écrits des théoriciens, dont on ne sait strictement rien. Comme pour la France, c'est essentiellement l'Algérie, donc ça va être le Parti communiste algérien, oui, non, mais aucune idée de ce qui se passe ailleurs, notamment par exemple en Afrique du Sud, ce Parti communiste dont Mandela sera membre. Donc c'était un communisme très internationaliste, très sud global, et ce qui m'a toujours intéressé, c'est les échanges sud-sud qui ne passent pas nécessairement par le Nord. C'est-à-dire celles qui évitent le Nord, parce que bon, le Nord, c'est pas qu'on l'ignore, mais qu'il n'est pas non plus central. Donc les débats qui ont eu lieu et qui finalement, on peut dire, même si à Bandung, ce n'est pas une question de parti communiste, c'est cette aspiration à un moment donné de construire autre chose que tout ce temps de passer par Paris, Londres ou New York ou Washington. Et qui continue à être absolument présent, souterrain, plus ou moins clair, plus ou moins défini, mais qui est là. Et qui, donc, l'idée d'un communisme qui viendrait du Sud global. Et je me demandais si tu pouvais dire quelques mots sur la spécificité à l'intérieur de ce que tu racontes, de la question des Outre-mer en France. Alors évidemment, particulièrement de la Réunion. Qu'est-ce que c'était le projet du PCR ? Est-ce que c'était un projet autonomiste ? Est-ce que c'est un projet indépendantiste ? Et par ailleurs, quel lien est-ce qui était entretenu entre ton père et ses camarades d'un côté, Césaire, etc. de l'autre? Est-ce qu'il y avait une espèce de, pas forcément de coordination, mais de quelle nature étaient les échanges entre les différentes luttes dans les Outre-mer? Ce qui me frappe en France, c'est aujourd'hui, en tout cas, un peu plus encore que, je sais pas, dans la deuxième partie du XXe siècle, une totale indifférence à ce qui se passe dans les Outre-mer comme espace du politique. C'est-à-dire, ce qui se passe dans les Outre-mer, c'est bon, il y a des terribles choses qui s'y passent, mais
est-ce que c'est un espace du politique ou c'est d'abord une pensée politique? Il n'y a strictement aucun intérêt là-dessus, pour la gauche et l'extrême gauche, qui avait quand même un intérêt il y a, dans les années 70 jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout aucun intérêt, c'est-à-dire c'est plutôt, voilà, c'est terrible ce qui se passe, mais quelle est la pensée politique qui s'élabore? Aucun intérêt. Or, je ne pense pas qu'on puisse penser la question décoloniale en France sans penser cela, puisque ça fait partie de la République française, je veux dire. Et pour moi, ce qui s'élabore dans les Outre-mer, ce qui se passe dans les Outre-mer est souvent ce qu'on appelle un laboratoire de la répression, laboratoire de la manière de pacifier et qui va ensuite se déplacer en France. Donc si on observe un peu de manière plus intéressée les Outre-mer, c'est-à-dire c'est pas le passé, les mémoires de l'esclavage au sens, voilà, oh, c'est terrible ce qui s'est passé, mais en quoi finalement ces territoires peuvent nous dire quelque chose de ce que comment l'esclavage a construit même ce qu'on appelle l'État français, la nation française, et le colonialisme qui perdure aujourd'hui. La forme de colonialisme qui perdure aujourd'hui. C'est-à-dire comment on va lier les luttes des quartiers populaires ici et des mouvements indigènes et des coloniaux ici avec les luttes là-bas. La deuxième chose, sur la question du Parti communiste réunionnais, donc il se crée en 1959 avec le programme d'autonomie populaire et démocratique. Donc ce terme populaire démocratique, évidemment, renvoie à toute une série de théories et qui est donc quand même encore, c'est pas l'indépendance, c'est l'autonomie, ça veut dire que les affaires étrangères et la défense restent aux mains de la France, de l'État français. Et ça sera extrêmement... Ce qui est intéressant, c'est que même ça, qui était une demande quand même pas particulièrement révolutionnaire, mais sera extrêmement combattu par l'État français. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment une censure. Même le terme autonomie, si on l'employait, on pouvait être poursuivi par l'État. Je veux dire, c'était un délit. Ça devenait un délit. Il y a à l'époque aussi énormément de rencontres entre ces différents. Il y a des réunions qui se font, surtout Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et puis ensuite, il y aura avec les Kanaks, quand le mouvement Kanak va se constituer de manière plus forte, et même avec les îles du Pacifique autour des questions du test nucléaire. Il y aura des déclarations, il y aura la Convention du Morne Rouge, et c'est encore à une époque, dans les années 70-80, où ces mouvements se réunissent et imposent à la gauche française un programme, en disant on appellera à voter pour vous si vous mettez ça dans votre programme, et qui sont des choses qui sont importantes pour ces différentes terres. Aujourd'hui, la gauche s'est complètement détachée de ça, n'a pas tellement d'intérêt pour ça, mais aussi les mouvements là-bas se sont sérieusement affaiblis. Enfin, les mouvements politiques. Il y a d'autres mouvements aujourd'hui. Et les mouvements, les partis politiques, les partis de gauche se sont fondus dans des mouvements français, dans les partis français. Et justement, tu vois, j'ai l'impression que la matrice anticoloniale dont on parle, elle joue un rôle assez évident dans ta trajectoire ensuite. Elle l'informe de manière à nouveau évidente. Et je voulais justement savoir quelles sont les organisations, les groupes auxquels tu participes lorsque tu arrives en France dans les années 70. Et notamment, je sais que tu participes dans le sillage de la création du MLF, donc du Mouvement de libération des femmes, à ce mouvement, mais au sein d'un groupe particulier qui est le groupe Psy-EPO. Et est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'appartenir à ce groupe-là et le fait de venir comme ça d'une tradition, d'une histoire où la question de la colonialité est au centre? Moi, quand j'arrive en France, d'abord, j'arrive d'Algérie. Et c'est pas que j'ai grandi en Algérie, comme on entend parfois raconter. C'est que je suis allée en Algérie où j'ai passé mon bac. Et puis je reste un an de plus parce qu'en fait, j'ai pas envie de venir en France. À l'époque, ça ne m'intéressait pas. Je voulais rester en Algérie ou dans un pays similaire. Et puis j'arrive en France et en fait, je vais beaucoup être avec l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, qui avait été créée par des exilés de l'ordonnance Debré. C'est-à-dire quand Debré, une ordonnance qui avait été prise pendant la guerre d'Algérie pour punir les fonctionnaires qui soutenaient l'indépendance, la lutte pour l'indépendance, qui ne sera pas appliquée en Algérie, mais qui sera appliquée massivement en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion, et un peu en Guyane, mais massivement à La Réunion, et qui frappera des leaders syndicalistes et politiques.
Et ces personnes arrivées en France créent l'Union générale des travailleurs réunionnais en France et qui organisait des débats, des manifestations et qui étaient liées à beaucoup de mouvements antiracistes et anticolonialistes et anti-impérialistes à l'époque. Donc on défilait avec les comités Palestine et d'autres, les comités Vietnam. Mais c'était donc j'étais avec ces personnes-là. J'étais aussi dans des groupes sur les marchés d'intervention sur l'antiracisme. Il y avait beaucoup d'agitprop, style théâtre de rue à l'époque. Donc on mettait en scène des scénettes pour dénoncer le racisme. Voilà. Moi j'habitais juste à la lisière du 18e, donc ça se passait beaucoup dans le 18e. Et puis, de plusieurs mouvements. J'allais beaucoup à La Réunion à l'époque encore. J'étais très, très liée. Et en fait, je vais dans des groupes de femmes, puisque quand même, il y avait beaucoup de choses autour de ça. Et j'arrive assez tard à Psychepo. J'arrive assez tard. Ce qui m'a intéressé dans Psychepo, c'est que c'était ce qui était présenté comme Marx et Freud, pour dire les choses comme ça. Et moi, j'avais été quand même j'étais assez interpellée par la représentation du militant comme une personne pure, dénuée de toute contradiction interne, bon père, bon compagnon, voilà. Et j'avais quand même vu dans mon enfance ce que pouvait faire le colonialisme aux gens. J'avais pas encore, dans mon adolescence, j'avais pas lu Fanon, mais je voyais quand même ce qui se passait, c'est-à-dire les déchirements internes. Psychique, comme on dit, ce que Fanon, évidemment, sur lequel Fanon, mais pas seulement, écrira ensuite. Et puis, comme j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et la littérature, c'était mis en scène. Ces choses, ces contradictions sont mises en scène. Donc, je pense que c'était la question de la pureté, puisque la question de la pureté est quand même liée à la notion de pureté très occidentale, pureté de sang, pureté psychique, pureté qui m'interpelle beaucoup. Dont je me méfie énormément. Et je veux dire, l'homme d'acier, toutes ces choses-là. Alors que j'admire énormément le courage des militants. Hein. Je veux dire, j'ai été quand même, dans mon enfance et ma adolescence, et puis même quand je suis allée en Algérie, j'ai connu des personnes qui ont été confrontées à une nécessité de courage physique extraordinaire. Donc j'ai une très grande admiration, parce qu'on parle toujours justement en France, c'est plutôt le courage moral, voilà, la capacité morale. Et on sous-estime complètement le courage physique qu'il faut. Enfin, parce que le courage physique est lié à une masculinité, ou je pense, enfin des trucs comme ça. Et moi, je ne sous-estime pas du tout. Je trouve ça très, 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 très important. Mais en même temps, j'avais bien vu aussi des trahisons déjà, quand j'étais petite, des trahisons, des choses. Donc je m'intéressais à ces contradictions internes. Et il me semblait que la psychanalyse apportait cela. Donc je ne suis pas dans les trucs, Freud n'est pas ceci ni cela, je sais pas, ou Marx a couché avec sa bonne, tout ça. Ça ne m'intéresse pas tellement. C'est plutôt de voir effectivement comment, et comme on le sait, c'est une recherche qui a été très importante dans le Sud global et évidemment aussi en Europe. Je veux dire, on peut parler de Tosquelles, évidemment, à Saint-Alban, mais de Bonafé, enfin tous ces psychiatres communistes qui essayent de faire quelque chose, de Fanon, évidemment, mais aussi de l'école de Dakar, des écoles dans l'Afrique du Sud et des écoles aussi en Asie, en Amérique du Sud. C'est-à-dire que la question du psychisme n'est pas une question européenne. C'est pas simplement les Européens. Donc ça m'a intéressée. Et c'est ça que Psychanalyse et politique proposait. C'était aussi un groupe dans lequel j'ai pu exercer vraiment un tiers-mondisme, un intérêt pour le tiers-monde, même si, bon, ça n'intéressait pas toujours tout le monde dans ce groupe, mais moi, j'ai pu le faire. C'est quand même un groupe qui a signé des grandes pétitions pour des femmes emprisonnées au Salvador, pour Nawal el-Saadawi, et aussi une pétition qui a porté plein de controverses pour Jian Jing, qui était l'épouse de Mao Zedong, et qui avait été condamnée à mort dans la bande des 4. Et la pétition
s'opposer à la forme je veux dire, évidemment, parce que toute l'Europe était pour, enfin, toute la gauche européenne. Et on disait, bon, ben voilà, c'est parce que, enfin, voilà, c'est l'image de la femme asiatique dure, et que ça correspondait à un orientalisme, à une forme d'orientalisme. Et ça a provoqué une controverse énorme, parce que, voilà, c'était les horribles personnes, quoi, donc on ne pouvait pas les défendre. On devait être d'accord pour leur condamnation à mort. Et nous, on disait, mais non, il n'y a pas de raison que ces personnes soient condamnées. Moi, je suis contre la peine de mort. Et voilà, par exemple, donc des choses comme ça que j'ai trouvées assez intéressantes. C'était aussi un groupe qui a soutenu Rilke Meinhof, qui a publié les lettres du Rilke Meinhof. Donc il y avait quand même des choses à côté de tout ce qui est ensuite raconté. Mais de toute façon, je pense que l'histoire du MLF, c'est-à-dire de milliers de groupes, enfin de centaines de groupes, est encore à écrire. Parce qu'elle se réduit en France à les différentialistes versus les universalistes. Mais ça, c'est une légende médiatique. Tu peux en dire 2 mots de ça, expliquer un peu non seulement ce que c'est, donc les différentialistes et les existentialistes, mais pourquoi c'est un récit qui ne te semble pas rendre justice à l'histoire du MLF? On oppose celles qui trouvent que voilà, il y a les femmes plutôt basées sur la formule de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et puis la formule des gens comme Lucie Régaray ou d'autres, ou Antoinette Faux, qui disent on est femme. C'est-à-dire on est avec une différence. Et à partir de là, toute une théorie qui se développe. Mais ça, c'était des débats théoriques qui avaient lieu, hein, qui étaient très violents, mais qui n'étaient pas non plus, qui ne reflétaient pas non plus nécessairement la pratique ou les écrits. Je veux dire, il y a eu des journaux, il y avait une revue, il y avait un magazine qui a été mensuel, puis hebdomadaire, il y avait une maison d'édition qui n'était pas que réduite à cela. Et il y avait quand même des questions qui se posaient, qui étaient aussi intéressantes, c'est-à-dire quand il y a eu le débat sur la loi sur le viol, est-ce qu'une loi, c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'en appeler à l'état carcéral ? Qu'est-ce que ça va poser ? Il y avait des liens avec les féministes italiennes qui étaient très, très, très avancées sur cette question, qui étaient vraiment très... il y avait aussi, évidemment, ce qui se passait en Italie à l'époque, ce qui se passait avec les Brigades Rouges et d'autres mouvements, ce qui se passait en RFA avec la fraction armée rouge. Donc il y avait des questions, l'Irlande aussi, les femmes en Irlande. Donc il y avait des questions où même en Europe, il y avait des luttes très, 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 très violentes, très fortes, qui faisaient que le côté de l'universalisme féminin semblait complètement appartenir à une caste bourgeoise qui discutait dans un salon, quoi. Je veux dire, il y avait aussi, c'était les moments des grands débuts de la délocalisation. Donc toutes les industries textiles fermaient, les femmes renvoyées au chômage, enfin des bouleversements auquel un féminisme ne s'intéressait pas beaucoup. Après, il y avait d'autres groupes féministes, il y avait des groupes féministes trotskistes qui s'intéressaient à ça, tout cela. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans Psyché-Po, c'était toujours cet intérêt pour aussi, en dehors d'une idéologie pure, en dehors du discours idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là avec toute leur complexité, quoi, je veux dire. Ok, et du coup, si c'est bien, ça ouvre à ma prochaine question. Si je fais un espèce de saut dans le temps, donc il y a quelques années, tu as fait paraître chez nous un livre qui s'appelle Un féminisme décolonial. Et ma question serait un peu, qu'est-ce qui se passe entre Psyché-Po et un féminisme décolonial, à tes yeux, pour le mouvement féministe ? C'est-à-dire, quels sont les nouveaux écueils, les nouvelles questions qu'il faut mettre au centre, ou est-ce qu'au fond, c'est les mêmes questions qui l'étaient déjà pas au centre et qu'il faut finalement résoudre? Est-ce que de quelle priorité te semble être fait le féminisme contemporain et de quels écueils? Le féminisme en France, les féminismes en France, il y a quand même un basculement avec les années 80, l'arrivée du gouvernement socialiste qui va énormément intégrer un féminisme et qui va mettre en place un féminisme étatique beaucoup plus important que sous Giscard. Il y a vraiment des transformations profondes, il y a l'adoption du néolibéralisme dans les années à la fin, le tournant de la rigueur. Il y a des choses qui se passent et auxquelles tout un fait, qui posent des questions. Moi, je quitte la France de toute façon en 1983 et je m'intéresserai peu à ce qui se passe en France à ce moment-là.
Mais quand je reviens, j'ai l'impression que le féminisme étatique a énormément pris de la place institutionnelle. Ce qui avait déclenché le féminisme décolonial, c'est ce que je raconte, c'est le moment où des femmes de la sous-traitance honnête font leur grève à la gare du Nord et qu'elles gagnent après des semaines de lutte, et que ce qui avait intéressé les journaux à l'époque, qui était en première page, c'était la lettre signée par plusieurs femmes, actrices ou autres, sur le droit pas au harcèlement quand même, le droit... Merci, le droit à être opportuné. Voilà. Alors, je trouvais ça, bon, moi, je veux dire, je pensais que mais si elles veulent se faire attraper dans le parking, c'est leur droit. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Mais je trouvais l'écart entre ce qui était en première page de tous les journaux, ce qui faisait débat à la télévision, à la radio, et le fait que ces femmes avaient gagné leur lutte, était un signe de quelque chose, était un signe de là où un féminisme médiatique était allé, un féminisme qui faisait résonance, un féminisme qui avait gagné les partis de gauche, des mouvements de gauche, faisait résonance. Et donc je dis, mais enfin, c'est quand même incroyable, et c'est symptomatique d'une pacification des féminismes, quoi, de vraiment que c'est ça qui est important, et non pas le fait que tout ce qui a le tournant économique depuis les années 2000 est en train d'appauvrir des femmes, et particulièrement des femmes noires et racisées. Sans compter évidemment le rôle qu'avaient joué des féministes, vraiment des féministes, sur la question du voile. Sans les féministes, il n'y aurait pas eu de loi sur le voile. Il n'y aurait pas eu, c'était pas suffisamment. C'est elles qui ont porté, parce qu'elles ont donné les arguments, elles ont porté cette lutte, elles ont apporté les arguments qui manquaient aux islamophobes. Elles ont vraiment produit cela. Parce qu'elles ont... et c'était évidemment complètement difficile à contester, puisqu'elles le faisaient au nom des droits des femmes. Et là, pour moi, il y a un basculement vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des féministes avec ce genre de choses, évidemment dans les années 80-90, mais elles n'avaient pas vraiment... je ne sais pas, elles n'étaient pas sur la scène. Et là, les années 2000, ça bascule, et elles vont devenir importantes. Elles vont vraiment permettre à des débats d'avoir lieu médiatiquement, à donner un vocabulaire politique et public à une islamophobie. Et absolument à tout un courant décolonial. Elles vont donner le vocabulaire contre. Et peut-être du coup, juste un mot. Du coup, comment tu analyses la réception d'un féminisme décolonial? C'est-à-dire le très grand succès qu'a eu le livre, le fait qu'il ait suscité énormément de discussions et qui l'arme politiquement et intellectuellement toute une nouvelle génération de féministes. Oh, parce je pense qu'il y avait déjà des choses. Il y avait des tas de groupes qui se faisaient, des groupes de jeunes femmes noires et racisées qui se posaient des questions. Il y avait eu les révoltes sociales après l'assassinat de Zia Bebouna. Il y avait eu la déclaration du Parti des indigènes de la République. Il y avait vraiment... Ça secouait, quoi. Ça secouait. Et il y avait quand même un sentiment que non, là, il y avait ce que les indigènes de la République ont appelé l'antiracisme politique, il y avait quelque chose qui se posait. Donc il y avait un terrain qui était prêt, mais dans lequel, dans ce terrain, le féminisme n'avait pas encore vraiment une parole, je pense. Enfin, poser quelque chose. C'est pas qu'il y avait rien, mais poser quelque chose, affirmer. Or, on le sait, hein, dans les luttes, il y a besoin d'un moment d'affirmation. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il y a eu ça, et il y avait cet effacement des luttes de femmes qui n'étaient pas donc du monde blanc bourgeois, que je trouvais absolument scandaleuse. Je trouvais ça vraiment scandaleux. C'est-à-dire que tout était donné à ça. C'était l'Europe qui avait porté les droits des femmes, c'était ça qui avait inventé. Je trouvais ça indigne, puisque moi, je venais du Sud. J'avais vu à La Réunion ou en Algérie, et puis comme à la maison, c'était le monde qui entrait, c'est-à-dire les femmes vietnamiennes, les femmes mozambicaines, voilà les luttes des femmes portant des fusils
dans les luttes, donc c'était pas des petites dadames dans leur coin, quoi, à tricoter. Donc tout ça me semblait vraiment scandaleux, ça aussi. Je pense que, en fait, quand j'écris, il y a une question qui se pose, que tiens, il y a une question qui passe par là, enfin je veux dire que je me pose, et sur laquelle je me dis, mais comment, pourquoi, ça m'intrigue, j'ai besoin de comprendre, et ben voilà, j'ai besoin de comprendre. C'est ce besoin de comprendre qui me pousse à écrire quelque chose. Et justement, là, à l'instant, tu parlais du fait que tu ouvres ton livre par un féminisme décolonial, par un chapitre qui s'appelle Invisible, elles ouvrent la ville, et qui partait en gros de la victoire des femmes de ménage de l'entreprise Honnête à Gare du Nord. Et dans cet avant-propos, tu montrais le caractère central du rôle joué par les femmes non blanches dans la reproduction du capitalisme racial. Et puis, partant, l'importance d'un féminisme qui, précisément, s'élabore de leur point de vue et à partir de cette perspective. Et dans ce beau texte, tu emploies une expression marquante, tu dis de ces femmes qu'elles nettoient le monde. Et ça m'a fait penser, en le lisant, à un autre texte plus récent, qui était paru dans la revue Iflux, je crois, où tu fais un lien entre la question de l'invisibilité du travail des femmes non blanches et la question de ce que tu nommes le capitalisme déchet. Et tu montres bien que derrière tous les récits autour du capitalisme vert, du développement durable, etc., il y a une forme d'impensé, enfin plutôt de non-dit d'ailleurs, qui est à qui faudra assumer, enfin qui devra assumer l'excès de déchets produits par le capitalisme, qui devra nettoyer après la catastrophe, ce qui est une manière, à mon avis, assez originale de tenir ensemble une perspective féministe décoloniale et une perspective écologiste. Et j'aimerais bien que tu dises quelques mots de la manière dont tu tiens ces trois choses ensemble et la manière dont ça te semble aujourd'hui vital. Oui, ce qui me frappe souvent dans l'écologie, parce qu'il y a quand même la question du désastre qui est là, c'est que apparemment, si on arrêtait de consommer ou si l'énergie fossile on arrêtait, eh bien, on vivrait dans un monde réparé. Mais je me dis, mais non, le monde, il ne sera pas réparé. D'abord, il a été dévasté depuis des siècles, et notamment dans le sud global. Et quand je vois, mais n'importe qui d'entre nous peut voir, par exemple, les photos des mines en Afrique ou en Amérique du Sud, je veux dire, ce n'est pas un trou dans le jardin. On ne va pas le combler en remettant de la terre. Les forêts dévastées, les déforestations qui ont transformé des montagnes justement en pics déserts, que ce soit en Algérie, au Sénégal ou ailleurs. Je veux dire, il y a un côté où il suffirait qu'on consomme moins et les choses iraient bien. Bon, ça irait sans doute mieux, mais ça me semble justement oublié. Et même dans la théorie de la reproduction sociale du féminisme marxiste, le fait que le nettoyage, ce n'est pas simplement la question de passer le balai, c'est la question de passer son temps à nettoyer, évidemment, ce que le capitalisme produit. Et moi, ce que je dis, c'est que le capitalisme produit beaucoup plus de déchets que de marchandises. On pense que le capitalisme produit des marchandises et qu'il faudrait moins consommer, et que le capitalisme devrait produire moins de marchandises. Mais il produit des déchets sans fin. Je veux dire, la moitié des choses que le capitalisme, enfin les 2/3 que le capitalisme produit ne sont pas consommées. Et le capitalisme le sait. Je veux dire, que ce soit depuis la mode jusqu'à, je sais pas, je veux dire, 1/3 seulement sera mis à circulation. Parce que la spéculation, la circulation des capitaux permet que même les 2/3 qui ne sont pas finalement consommés et qui partent directement dans des montagnes d'ordures, ça génère quand même du profit. Donc si on part du fait que c'est du déchet, et du déchet pas du tout au sens de ce que je jette quand j'ai fini de manger, mais vraiment du déchet toxique, du déchet qui étouffe, du déchet... Et que malgré le travail incroyable de toutes les personnes dans le sud global qui partent dans ces montagnes de déchets pour en sauver quand même quelque chose, ou pour en tout cas l'atténuer, il y aura quelque chose qui restera. Donc comment penser l'irréparable et je pense que l'écologie blanche ne le fait pas. L'écologie blanche, parce que l'écologie blanche, finalement, vit dans un monde qui est abîmé, mais pas tellement abîmé. Pas tellement abîmé. Donc, on pourra remettre des arbres dans Paris, et puis il y aura les oiseaux et les papillons qui reviendront, et ça ira. Mais il y a des endroits, on a vu même, je sais pas, avec les inondations au Pakistan, que c'est des destructions profondes.
Vous êtes sur les inondations au Bangladesh, la sécheresse en Afrique. Je veux dire, c'est pas des choses qui se réparent comme ça. Donc cette destruction qu'a le capitalisme et puis aussi évidemment l'impérialisme avec les armées, c'est-à-dire que c'est très souvent sous-estimé ce que les armées laissent derrière. Je veux dire, le Vietnam, l'agent orange a encore des effets des décennies après la fin de la guerre. On sait qu'en Irak, les cancers, le taux de cancer a augmenté à cause de l'occupation américaine et de ce que l'armée américaine a laissé derrière. Donc on peut imaginer pour le Pakistan, on peut imaginer pour la Syrie, on peut imaginer... Donc vraiment, de laisser derrière soi un monde complètement abîmé qui n'est pas réparé. C'est pas d'un coup de balai. C'est pas possible. Donc, qui va le nettoyer, ça? Mais aussi, comment nous allons vivre dans cet endroit abîmé. Et non pas pour tomber dans la mélancolie, ah ben c'est fichu, il n'y a plus rien à faire, voilà, tout est perdu, mais de vivre en fait avec ce que les peuples du Sud global connaissent depuis des siècles, c'est-à-dire avec la destruction. Avec la destruction de vie, l'effacement de mémoire. Et donc il y a une connaissance, un savoir qui s'est construit là-dessus et qui quand même continue à construire de la vie. Et comment en faire une théorie qui ne soit pas non plus le côté Bruno Latour de célébration des pensées voilà, de la nature soudain, qu'on va se mettre à embrasser les arbres et que les choses vont être résolues, quoi. Non, il faut vraiment être sérieux, quoi. Il faut vraiment être sérieux. Et aujourd'hui, vraiment, il y a la destruction, elle n'est pas pour demain, elle est là déjà. Elle est là déjà. Elle est là dans la... Elle est là, comment dire? Elle est là dès le moment de la colonisation. Elle prend sa marque dès la colonisation. C'est-à-dire, on peut penser les États-Unis, la destruction évidemment, l'incroyable fait que des populations entières disparaissent à cause des virus qu'apportent les Européens, mais même les troupeaux de bisons, les forêts. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est ça dont nous allons hériter. Donc, la question du nettoyage est une question vraiment politique décoloniale. Elle n'est pas simplement, comment dire, partagée, que l'homme fasse un peu plus la vaisselle que d'habitude, quoi. Qui est vraiment, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais enfin, c'est dérisoire, je trouve. C'est pas politique du tout. C'est pas du tout politique. Et puis, bon, évidemment, on pourrait parler de plein de choses. C'est-à-dire que ces femmes continuent à nettoyer. Les femmes continuent à nettoyer. C'est les femmes du tiers-monde qui viennent nettoyer la merde des gens du Nord, quoi, des bourgeois, ou même dans le Sud. Donc il y a quand même quelque chose de profond de la question du déchet que produit même la bourgeoisie dans sa vie quotidienne, qui doit être effacé pour qu'on puisse parler comment on appelle ça, de la transition écologique. Il faut vraiment partir des choses réelles, enfin pas réelles, mais des faits qui sont ce que nous voyons. Moi, je veux bien laisser leur capitalisme vert, tout ça, mais je trouve que pour nous, si nous partons de là, nous allons pouvoir développer le mouvement, je sais pas, de justice environnementale, pour reprendre ce terme, antiraciste, profondément antiraciste, de ce point de vue-là, de ce point de départ. Merci beaucoup. Et avant de passer au musée, j'avais quand même une dernière question consacrée à l'anti-impérialisme, encore que le musée soit évidemment lié aussi. C'est, il y a 2 ans, tu as contribué à l'écriture d'un texte dont le titre exact, c'est Non à l'état de guerre permanente, oui à la paix révolutionnaire. Et tu as consacré une intervention, si je ne me trompe pas, au dernier Bandung, précisément à cette notion de paix révolutionnaire, qui n'est pas sans rappeler la notion d'amour révolutionnaire d'Horia Boutelja. Et ce qui me frappe, c'est justement la centralité du mot paix. C'est que enfin même c'est la notion de pacifisme, quoi. Parce qu'à une époque où l'anti-impérialisme et partant le pacifisme semblent quand même un peu en voie de liquidation dans un certain nombre de pans de la gauche, je pense que c'est sans commune mesure avec ce que toi tu as connu dans les années 60 ou 70. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette notion de paix révolutionnaire et essayer d'en dire l'urgence? Oui, c'est un texte que je trouve important, qu'on a fait ensemble avec Horia Boutelja,
Michel Sibony, Olivier Marbeuf et d'autres. Et il nous semblait, parce que notamment il y avait eu l'invasion de l'Ukraine, et il y avait un côté où la guerre semblait tout à fait, c'est la guerre juste, enfin tous ces mots, et que le terme de paix n'avait plus du tout de place, et que être pacifique était être naïf, idiot, imbécile. Et il me semblait que ce qu'on appelle la paix, en général, ce qu'on appelle la paix, c'est juste un cessez-le-feu. Ce n'est pas la paix, c'est le cessez-le-feu. Et qu'il faut faire une distinction entre cessez-le-feu et la paix. On a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale que des cessez-le-feu. Je ne parle même pas avant. Et un. Et deux, quand l'Europe se propose comme étant le continent de la paix, je veux dire, il y a encore des débats, il y avait des débats récemment à Sciences Po sur l'Europe et le nom de la paix. L'Europe, c'est le nom de la paix. Donc ce discours, et qui fait que cette paix, en fait, finalement, n'est pas une paix. Donc pour moi, c'est que ce ne sont que des cessez-le-feu entre deux guerres. Et puis il y a une autre, je veux dire, en fait, c'est ou entre deux guerres qui se passent sur le même endroit, ou c'est le déplacement de la guerre d'un endroit à un autre. Mais la guerre continue. Donc c'est un état de guerre permanente. Et il faut aussi redonner au terme de guerre plus de choses que simplement les bombes et les tanks, mais vraiment la guerre économique, ce qu'on appelle la guerre économique, la guerre culturelle, la guerre dévastatrice, la guerre d'extraction, la guerre qui détruit le monde sur la planète sur laquelle on vit. Et donc, qu'est-ce que c'était que la paix? Une paix révolutionnaire, et qui finalement renvoyait aussi au terme d'Auria sur l'amour révolutionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une paix qui n'est pas enfermée dans ce moment du cessez-le-feu, et dans ce moment, en fait, de suspension entre deux guerres. Une autre chose, moi, qui m'intéressait, que je trouvais que finalement, évidemment, le mouvement de gauche, d'extrême gauche, l'avait complètement abandonné, c'est la lutte contre l'industrie des armes. Ça vraiment me frappait. La France, c'est quand même le deuxième producteur d'armes au monde, le deuxième exportateur d'armes au monde. Et quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, mais je ne sais pas, mais allons nous coucher devant les usines d'armement, intervenons dans les salons de vente d'armes. Il y en a régulièrement au Bourget. Et on n'est absolument pas là. C'est-à-dire que c'est quand même une industrie extrêmement importante en France. C'est-à-dire c'est le capitalisme vraiment du militarisme. Et ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, c'est comme si on ne le voyait pas. Or, ces armes, quand on produit des armes, c'est pour aller faire la guerre. Je veux dire, c'est pas pour autre chose. Et les armes sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus toxiques et de plus en plus meurtrières. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ensuite, évidemment, dans cette question de paix, c'était difficile aussi de trouver comment redire la paix, parce que sinon, comme je dis, on a l'air d'idiotes. Mais la paix, enfin vraiment des idiotes complètement naïves. Et c'est là aussi que j'avais lu ce texte de Rosa Luxembourg de 1911, où elle dit que le militarisme est l'enfant du capitalisme, et elle fait une distinction entre la guerre et la paix armée. Et j'avais trouvé cette notion de paix armée extrêmement importante, parce que justement, c'est une paix qui est possible, qui est rendue possible par la police, l'armée, aujourd'hui la surveillance, tout cela. Donc ce n'est pas une paix au sens de paisible. C'est une paix qui donne effectivement un semblant d'ordre, mais qui est une paix par la guerre. Qui est pas la... Bon, alors, donc voilà, donc toutes ces choses me semblaient. Ensuite, que par exemple, elle s'est toujours posée en termes moraux, la question de la guerre, mais voilà, il faut y aller, tout ça. Mais la guerre, c'est quand même de la destruction terrible. Et là, je lisais justement, par exemple, la guerre qui se passe en Europe. Enfin, en plus, cette idée, la guerre a commencé. Il n'y a pas arrêté d'avoir des guerres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je veux dire, évidemment, elles sont... bon, en Europe, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, mais enfin, en général, c'est ce que l'Occident a fait partout ailleurs. Il n'y a pas eu une année sans guerre ailleurs. Donc, des milliers de personnes ont perdu la vie. Des pays ont été dévastés. Et là, on parle, oui, la guerre est terminée. Non, la guerre n'est pas terminée. L'état de guerre, il est permanent. Mais même, par exemple, quand on voit ce que les critiques révolutionnaires des années après la Première Guerre mondiale, mais avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale ont fait, est totalement oublié aujourd'hui. C'est-à-dire le coût de la guerre, ce que ça veut dire. À quoi les capitalistes, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas perdre à la guerre. Ils vont au contraire gagner. Et là, je voyais que déjà, par exemple, il y a des tas de réunions qui se font pour la reconstruction de l'Ukraine, dont l'estimation, c'est qu'elle va coûter même 3 fois plus que le plan Marshall. Donc l'argent, tout ça, enfin, je veux dire, et tout ça est présenté comme si il n'y avait pas de problème, tout ça est bien, on doit y participer.
Enfin, et pendant ce temps-là, l'Afghanistan, il a été dévasté. Il n'y a pas de question de retour soi parce que les talibans, ils sont méchants. Je veux dire, tout ça est absolument ignoble, absolument scandaleux. Et donc, dans ce texte que nous avions écrit à plusieurs, non à la guerre, à l'état de guerre permanente, oui à la paix révolutionnaire, c'est de ramener la question de la paix dans le mouvement révolutionnaire et de repenser aujourd'hui, où justement, en plus, la militarisation de l'espace public augmente incroyablement. Je veux dire, on va l'an prochain, avec en France en tout cas, la loi sur la surveillance, je ne sais pas comment elle s'appelle, va vraiment militariser l'espace public. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire, il y a effectivement une paix armée en France. Et on le voit d'ailleurs avec toutes les manifestations, il y a une paix armée. Donc, comment mettre ça en lumière et dire, voilà, il faut lutter pour la paix. Parce que si on continue à penser que ce qui nous est proposé comme paix, c'est soit la paix armée, soit le cessez-le-feu, et que c'est ça la paix, la guerre continue à se faire. Et si elle ne se fait pas ici dans les rues, c'est parce qu'elle se fait en Irak, en Syrie ou ailleurs, ou au Congo en ce moment, ou au Yémen, le Yémen qui est complètement détruit et qui ne fait pas la première page des journaux, ou la guerre qui se fait à Mayotte aujourd'hui, par l'État français, que l'État français mène à Mayotte aujourd'hui. Parce qu'en plus à Mayotte, de toute façon, ils sont noirs et musulmans. Alors, évidemment, on peut leur faire la guerre. Non, c'est absolument... Je trouve que la question de la guerre et de la paix doivent redevenir des questions politiques profondes, saisies par les personnes qui ont vraiment un souhait de paisible. Que le monde ne soit pas aux mains de ceux qui fabriquent les bombes, les tanks et les bombes, parce que en ce moment, c'est cela. Je veux dire, l'économie repart parce qu'on fabrique des armes. Du coup, on va passer au musée, qui est le centre des préoccupations de ton dernier livre. Et avant d'aller un peu dans le détail, je voulais te demander d'où vient ton intérêt, ton goût du musée, et dans quelle mesure ça te semble important de s'en ressaisir aujourd'hui pour notre camp. Et je dis ça en ayant quand même en tête le fait qu'on est dans une situation un peu paradoxale où à peu près tous les artistes là sont sommés d'être politiques, etc. Et c'est peu dire que notre camp n'est pas traversé par le bon goût, ni hanté par la question des formes, quoi. Donc, d'où vient ton intérêt dans ce contexte-là pour la question du musée? D'abord, il y a la question de la représentation a toujours été une question des mouvements. On pense évidemment, on pourrait même penser évidemment à la Commune, puisqu'il y a un livre de Christine Ross là-dessus, pour l'Europe, hein, puis il y a des tas de mouvements évidemment tout le temps. On sait que les mouvements de libération nationale ont très 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 rapidement compris qu'il fallait proposer des contre-images. C'est pas pour rien que le FLN invite René Vauthier et d'autres pour produire des films, et même après les Algériens eux-mêmes, puisque on leur enseigne que évidemment le Vietnam va produire une énorme image, cinéma, son. L'importance, les mouvements de femmes, l'importance justement de proposer d'autres images que ce qui est d'autres sons, d'autres textes, d'autres récits. Donc ça a toujours été au cœur, et moi, étant là-dedans, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé, très rapidement, évidemment, des représentations racistes, des représentations sexistes. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être particulièrement intéressé par ces questions pour le savoir, je veux dire, pour le voir. Le musée, moi, m'a intéressé, d'une part parce que j'aime bien aller voir aussi des belles choses. Il n'y a pas que des... voilà, je m'intéresse à la construction de l'histoire de l'art, de la manière dont l'art, même ce qu'on appelle l'art, à ce qui est appelé l'art. Et puis je me suis intéressée, oui, à ces mouvements, aux mouvements artistiques en lien au mouvement révolutionnaire. Il y en a eu quand même beaucoup, tout le temps, et très important. Très important. Je veux dire, évidemment, on connaît Black Panther, tout ça, mais bon, il y en a eu plein, hein, il y en a eu plein. Et la nécessité pour tout mouvement de construire sa propre esthétique, de construire ses propres images, ses propres récits. C'est absolument, sinon, il passe par la machine
de la marchandise ou de la machine pacificatrice. Donc moi, je me suis toujours intéressée à ça. Et puis quand même, de toute façon, quand on s'intéresse à l'esclavage, au colonialisme, à l'impérialisme, on s'intéresse au musée, puisque c'est quand même un des premiers lieux où se retrouvent les objets qui ont été pillés et volés, ou même les représentations de cela. Les premières représentations de l'esclavage, elles sont dans le musée. Elles sont dans le musée européen. Elles ne sont pas en dehors du musée européen. Parce que une façon de représenter cela, de le naturaliser, de le banaliser, doit rentrer. Et puis, évidemment, ce que Édouard Saïd a analysé avec l'orientalisme, plein de choses. Donc, le musée m'a toujours intéressé à la fois dans son architecture, pas seulement ce qu'il y a dedans, mais comment il fait entrer dans un lieu. La manière d'entrer va tout de suite indiquer qu'on entre dans un lieu spécifique. Parler comme ça. Et on se tient bien. On se tient bien. Les gens, par exemple, qui se mettent à téléphoner, on trouve que c'est pas bien. On s'assied pas par terre. Ça. Le lieu lui-même induit quelque chose sur le corps, d'une respectabilité. C'est un lieu bourgeois. C'est un lieu vraiment. C'est très important. Et puis ensuite, évidemment, ce qu'on montre. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que, j'insiste beaucoup, c'est que le musée est un lieu social total. Il ne s'agit pas simplement de voir ce qu'il y a sur les murs, mais de nouveau, qui nettoie, qui garde, quelle est la formation des personnes qui y travaillent, quelle est la hiérarchie qui s'y place, comment est constituée la collection, qu'est-ce qu'on raconte. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il y a sur les murs. Et pour prolonger la question, je voudrais partir d'un point que, en fait, on discutait l'autre jour avec d'autres camarades, qui est la centralité et la très grande circulation du terme décolonial. Ce qui me faisait penser au début du bouquin d'Olivier Neveu contre le théâtre politique, dans lequel il traite un peu, très bien pour sa part, lui, de l'espèce d'obligation là pour l'art et notamment le théâtre d'être politique. Et il me semblait que si on prend son introduction dans laquelle en gros ils se foutent leur gueule, si on remplace politique par décolonial, ça marche très bien. C'est-à-dire que ça donnerait décolonial, ce spectacle paternaliste et compassionnel sur tel drame contemporain, décolonial, cette moraline républicaine, décolonial, cette mise en scène décorative de la démonition, décolonial, cette dénonciation téméraire des excès de l'argent, décolonial aussi, cette pesanteur macabre de Metz, décolonial, cette vitalité boursouflée, décolonial, cette tranche de vitalité, décolonial, évidemment, cette relecture des classiques, décoloniaux, ces chuchotements, tout aussi bien que ce son et lumière, décoloniaux, cette table, ce cendrillon, décolonial, cette canette de bière, cet écran ou ce samovar, en un mot, décolonial, le musée. Et évidemment, tout comme Neveu entend en réalité défendre le mot politique, toi tu es attaché au terme décolonial, mais très attentive au fait que la ligne de crête est assez fine entre hégémonie et liquidation. Et c'est d'autant plus vrai, s'agissant de ton livre, que l'hypothèse un peu fondamentale, c'est qu'il n'y aura pas de musée décolonial, si on s'en tient à un programme de désordre absolu. Alors je voudrais bien que tu reviennes là-dessus et que tu expliques cette thèse et la très grande circulation, enfin, et la manière dont tu perçois la très grande circulation du vocable, de l'impératif décolonial, au sein d'ailleurs d'une discussion internationale sur cette question-là. Oui, il ne peut pas avoir de musée décolonial parce que, enfin, ce que j'accepte quand même, c'est qu'il puisse avoir des idées de post-musée. Parce qu'il y a un vrai désir, une vraie aspiration chez beaucoup de communautés de peuples, parce que l'idée qu'il y a l'effacement est très rapide et de plus en plus rapide, et qu'il faut avoir un lieu où mettre quelque chose. Donc j'appelle ça le post-musée. Enfin, bon, parce que le terme musée est toujours employé, et je ne veux pas être plus, je sais pas, comme si le terme lui-même, j'allais inventer quelque chose de mieux, de plus chichi. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais il me semble effectivement que le musée, c'est pas il me semble, je suis persuadée que le musée décolonial ne peut pas exister. Il ne peut pas exister parce que le musée est une invention occidentale, ça on le sait, c'est l'enfant des Lumières, et c'est là où il y a vol et pillage, massivement, absolument massivement, notion de patrimoine, notion de propriété privée, et notion de conservation et de préservation. C'est-à-dire la manière de conserver, c'est-à-dire qu'il faut conserver, et on pense nous-mêmes que c'est bien sûr qu'il faut conserver, parce que sinon ça va disparaître.
Mais la notion même et le contenu de ce que ça veut dire conservation, on n'y pense pas. Or, la plupart des objets conservés dans les musées occidentaux sont des musées qui ont été rendus toxiques. Parce que conserver des objets en bois, conserver des objets, des tapis, conserver des tissus, conserver en fait tous des objets, il faut leur injecter des pesticides ou enfin des tas de choses, parce que sinon ils pourrissent, quoi, je veux dire. Donc il y a une idée aussi de conservation qui est aussi une idée de patrimoine rattachée au patrimoine très patriarcal, c'est-à-dire il faut absolument conserver ce que l'arrière-grand-mère avait. Pourquoi ? Donc c'est pas du tout, et c'est l'objet. Or, on sait que des récits ont été transmis, des histoires ont été transmises oralement dans énormément de sociétés, hein, par l'épopée, enfin des tas de manières, ou par des pratiques. Tiens, voilà, c'est comme ça qu'on faisait le pain. Je veux dire, ça n'a pas cette idée de conservation, qui est une idée vraiment très particulière et qui s'est imposée parce que, voilà, c'est comme ça qu'on conserve. Et moi, je trouve qu'il faut faire vraiment attention à ça, à cette question de notion de conservation, cette notion de préservation, et donner d'autres contenus à ce que nous voudrions préserver. Est-ce qu'il faut préserver ? Pourquoi ? Comment ? Et ensuite, les musées occidentaux, le musée occidental, dont je dis qu'effectivement, il est totalement hégémonique. Et je rappelle que quand on dit le musée, c'est quand même 61% au nord. Donc, ce n'est pas le musée, hein, c'est pas du tout universel. Que le musée implique nécessairement une manière d'aborder l'objet et de faire de quelque chose un objet. On est tellement pris dans ce vocabulaire qu'on ne trouve plus d'autres mots pour la chose. Mais quand on parle d'objet, c'est autant une tapisserie, un tapis, un uniforme, une statue, un masque. C'est 25 000 choses. C'est 25 000 choses qui sont transformées en objets et qui sont appelées art. Or, si on prend simplement, par exemple, une statue d'une déesse du sud-est asiatique ou une statue d'Afrique subsaharienne, c'est un objet. C'est une statue, une déesse ou un dieu, auquel les personnes venaient faire des offrandes, apporter des fleurs, apporter à manger, présenter les enfants, qui les enduisaient de lait ou d'huile, enfin, qui était chérie et adorée et aimée. On l'arrache, on la met là, ça devient un objet de pierre ou de bois. C'est plus du tout la même chose. Donc même de dire on nous donnera le contexte ne donnera pas le contexte. J'ai quand même pas le droit d'aller au musée Guimet et d'arroser une statue de lait. Je veux dire, je me fais expulser. Donc de toute façon, ça implique nécessairement la mort. Ce sont des sépultures, ce sont d'énormes sépultures. Donc inventer un musée qui reste vivant est tout à fait autre chose. Ça veut dire de se poser la question, alors qu'est-ce qu'on voudrait conserver, comment, et tenir compte aujourd'hui de toutes à la fois des nouvelles technologies qui ont lieu, mais de leurs coûts, de leurs possibilités, et vraiment de comment on veut faire dans un monde de désastres climatiques et de guerres et de montée de fascisme. Donc ce sont des questions qu'on a l'impression qu'il faut les éviter quand on parle de musée. Ah oui, mais alors quand même, il faut conserver tout ça. Moi, je vois dans les présentations que j'ai eues du livre, il y a quand même au fond, l'idée que le musée, c'est quand même, on n'y touche pas. C'est le dernier temple du sacré. Je veux dire, si on touche au musée, c'est comme si tout allait s'effondrer. Alors là, qu'est-ce qui nous restera ? C'est le dernier objet du civilisé. Donc, si on enlève ça, ben, il n'y a plus de civilisation, ça s'effondre. Enfin, je veux dire... Non, mais non, ça ne s'effondre pas. Et la question d'avoir nos propres représentations est pour moi la plus importante aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous voulions raconter l'histoire des luttes, même des 20 dernières années, prenons 2000-2022, pour moi, ce n'est pas un musée qui le racontera, et on a besoin de la raconter. On a besoin de garder nos mémoires, on a besoin de transmettre. Mais comment on va le faire ? Comment on raconte Ziad Bouna ? Je veux dire, on ne va pas simplement mettre des photos avec des textes dessous. Comment on parle de l'effacement des mémoires, ou par exemple, récemment, à Clermont, Louisa Yousfi et Ouria parlaient par exemple de la honte qu'il y avait dans les...
on la représente comment cela? En même temps, sans justement la figer, sans en faire un objet. Il n'y a pas l'objet de la honte. Tout ça n'est absolument pas pensé. Et tant qu'on reste dans, dans le modèle du musée, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et pourquoi, quand tu disais évidemment pourquoi on s'y intéresse pas en ce moment, moi je ne sais pas, parce que je trouve que la question justement des représentations est absolument importante d'avoir nos récits. Et puis je vois que par contre, en face, ils sont très malins, ils sont très très malins, et qu'ils offrent ça, une intégration par l'art. On ne va pas vous intégrer politiquement, culturellement, mais on va vous intégrer par l'art. On va vous faire entrer au musée ou à la galerie par quelques objets. Là, on vous acceptera parce que ça va rentrer dans notre politique de la diversité et de l'intégration. Ça ne sera pas pour longtemps, ça ne va pas changer profondément. C'est en général sous forme d'exposition temporaire, c'est-à-dire, bon, voilà, comme un commentaire qui se fait, qui est bien, hein, c'est pas du tout, moi je vais les voir, hein, c'est pas ça la question, mais ça ne résout pas du tout la question effectivement, et de ce qu'on va faire. Et pour moi, aujourd'hui, on en sait suffisamment pour aujourd'hui inventer autre chose. En tout cas, l'importance de quelle va être l'esthétique des mouvements, décoloniaux aujourd'hui, et qui ne seront pas simplement des commentaires sur ce que l'Occident a fait, ou d'infinis commentaires sur la redécouverte de ce qui a été fait en Afrique, en Asie. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Comment? Et il y a quand même des tas de personnes qui font des choses. Hein, il y a des tas de propositions, mais il me semble, en tout cas, si on parle de la France, qu'il y a vraiment temps de se poser cette question et de ne pas la laisser comme ça en se disant finalement tout ça n'a pas d'importance, ou de la laisser, de toute façon c'est le marché, ce qui est vrai, mais de se demander, oui, qu'elles vont... Quand même, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est en général ces institutions qui le prennent en main. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi d'avoir de lieu autonome là-dessus. On n'a pas réussi. Et ça me semble extrêmement important d'avoir des lieux autonomes où s'élabore difficilement, avec des reculs, des avancées, notre propre esthétique. Et du coup, écoute, c'est une bonne transition pour ma dernière question. Tu as appelé ton livre... d'une phrase que tu as, je crois, trouvée chez Fanon, programme de désordre absolu, et qui dit programme, dit mesure, revendication, plan. Alors ma question est assez simple, c'est quels désordres sont à l'ordre du jour? Bon, déjà, comme tu le dis, je voulais rappeler que la décolonisation, c'est sérieux. C'est pas une métaphore, c'est pas une performance, c'est vraiment très très sérieux. Et vraiment, c'est prendre des risques, c'est d'avancer, et de savoir là où on va. Et en face, il y a vraiment des ennemis. C'est pas des adversaires, c'est des vrais ennemis. Donc, et qui imposent un ordre, ce qui s'appelle l'ordre du monde, qui est un ordre dévastateur, extraction, exploitation, dépossession. Et si on ne met pas le désordre, cet ordre, il a tous les moyens de se poursuivre. Hein. Il utilise l'armée, la police, mais aussi les quelques miettes. Enfin, je veux dire, il dispose de l'école, des médias, mais en même temps, nous disposons, nous, d'imagination et de créativité. Et ça, on peut quand même pas l'arrêter. Moi, le désordre, c'est... il y a plusieurs choses. Il y a des tas de programmes de désordre dans le monde. Alors, ici, par exemple, en France, ça serait vraiment... Bon, je ne peux pas tout révéler quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme désordre jusqu'à présent dont je peux parler, qui ne seraient pas les choses à venir? Bon, je cite 2 exemples de désordre, mais c'était il y a passé. Non, le désordre, c'est aujourd'hui, c'est vraiment à la fois, je pense, de construire vraiment à côté et de voir à quel moment jeter, à quel endroit plutôt jeter des grains de sable, pour que la machine ne marche pas comme ça tranquillement. Donc, à quel moment, là, le ronron, paf, lancer quelque chose qui dérègle. Donc, le programme de désordre absolu, ce serait de penser à des dérèglements de la machine. Pour moi, quand vous vous souvenez, pendant la pandémie, il y a un bateau qui a été ensablé dans le canal de Suez, en travers. Ça a provoqué une totale panique parce que les bateaux, on parlait que de ça, tout ça. Et donc, pour moi, c'était où est-ce qu'on bloque? Où est-ce qu'on bloque? Comment on bloque? Voilà, comment on fait que ça avance plus?
comment apprendre de l'ensablage. Donc, ce n'est pas nécessairement faire sauter le pipeline nécessairement, c'est aussi mettre le sable dans le pétrole, quoi, d'avancer, de vraiment, à des moments donnés, aussi de gâcher la partie, comme on dit, hein, ce que Sarah Ahmed, de gâcher la fête. Apprendre à comment on gâche la fête. Donc à quel moment vraiment la fête va être gâchée, quoi. C'est vraiment... Voilà. Ça, je pense que c'est important, gâcher la fête. Ça fait partie du désordre absolu. Alors les institutions, il y a toute la question, faut-il répondre aux institutions, pas répondre aux institutions? Ça, c'est une question qu'il faut se poser chaque fois. Où est-ce qu'on y va en groupe? Est-ce qu'on y va comment? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on y va et que c'est gentiment, puis tout d'un coup, on sort banderole et autre chose? Tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces tactiques. Mais c'est chaque fois, je pense que pour chaque situation, il faut se demander qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va le mieux marcher, qu'est-ce qui va dérégler la chose. Aux États-Unis, il y a le groupe Decolonize This Place qui fait énormément de choses extrêmement formidables, mais aussi en Angleterre aussi, il y a beaucoup plus d'actions. Mais ça peut être aussi évidemment de mettre à jour tout ce que font les fondations privées et comment elles soutiennent les musées publics. Je sais que Greenpeace a demandé depuis longtemps que le Louvre révèle ce que Total faisait, que c'est très difficile à obtenir, alors que par exemple en Angleterre, il y a des musées qui sous la pression, ont déjà refusé les financements de corporations privées. Donc il y a beaucoup, enfin là je parle que de l'art, hein, mais la question du désordre absolu pour moi ne concerne pas que les musées, hein, il concerne aussi toutes les institutions, c'est-à-dire que face à aujourd'hui une incroyable militarisation de la répression, une criminalisation aussi de la dissidence, quoi, il faut vraiment penser au désordre, mais savoir que c'est très sérieux, que c'est pas simplement non plus, je sais pas, oui, effectivement, gâcher la fête en renversant le champagne, mais c'est vraiment, ça va être très très sérieux. En Europe, on est encore quand même très protégé. On est encore très protégé, mais il y a des pays où ce désordre absolu, il se paye par la vie. Et il faut se rendre compte que, pour moi, il faut prendre la mesure de l'ennemi aujourd'hui. Et l'ennemi, il est implacable, il est absolument implacable, et il n'hésitera pas, il n'hésite déjà pas, il n'hésite pas à frapper. Donc il faut absolument développer le désordre sous toutes ses formes. Et bon, on va pas tout parler de ça seulement partout en public, mais il faut absolument le discuter à nos niveaux, comment le faire. Mais il faut vraiment aussi préparer des refuges, préparer des sanctuaires, préparer vraiment des espaces pour programmer ce désordre. Eh ben, merci beaucoup Françoise. Comme le désordre s'organise collectivement, on va passer aux questions. Vous avez évoqué Mayotte, et du coup je voulais savoir ce que vous pensiez de l'opération policière, quoi, qui a lieu, quoi, à Mayotte. Y revenir un peu plus dans le détail. Sur Mayotte, c'est une opération armée coloniale, clairement. On en voit quand même des personnes armées. Mais il y avait déjà, on oublie souvent qu'il y avait déjà la Légion étrangère. Hein, il y a une brigade de la Légion étrangère à Mayotte depuis 1975. Donc c'est une île militarisée déjà, hein, c'est une occupation militaire déjà. Et là, on en voit, pour moi, c'est une rafle menée, une rafle armée. C'est absolument profondément colonial et raciste. C'est absolument, je trouve... il y a un grand silence de la part de la gauche là-dessus. C'est vraiment construire, alors avec tous les discours, ce sont des illégaux, c'est la délinquance, la criminalité, donc c'est de criminaliser des personnes. C'est aussi de les présenter comme une masse. Il y a des illégaux, il y a une masse de gens, on ne sait pas qui c'est, qui sont ces personnes. Il n'y a plus du tout de personnes humaines, quoi. C'est une masse.
En plus, Mayotte est comorienne, donc c'est présenter ces personnes comme si elles n'appartenaient, tout ça n'appartenait pas au même peuple. C'est vraiment les Blancs qui parlent, le préfet, le directeur de l'agence régionale de la santé qui déclare que toutes les femmes qui viendront à l'hôpital, on leur proposera la stérilisation. On est en 2023, tout ça, c'est vraiment, on est absolument dans une situation coloniale. C'est une population noire et musulmane. Donc il y a une forte islamophobie aussi, c'est-à-dire qui doit donner... Ces femmes, elles sont non seulement noires, mais musulmanes. Et tout cela est caché. Sinon, il y avait un ami qui disait, juste avant qu'on commence, là, qui disait que l'État est en train de provoquer une situation rwandaise, c'est-à-dire de monter les personnes qui sont citoyennes françaises. Moi, je refuse de dire maoré contre comorien. Les personnes qui ont reçu la citoyenneté française contre les personnes qui ne l'ont pas. Et de pousser à cela. Il y a eu déjà des attaques contre des maisons qui ont été détruites par les Français, par des personnes de nationalité française. Elles ont bloqué l'entrée des cliniques et des hôpitaux pour que les non-citoyens français n'aient pas droit. C'est-à-dire on est vraiment dans une situation profondément raciale et coloniale dans un territoire dit de la République. Donc le fait, par exemple dans des images, on voit la police entrer dans les espaces pour vérifier que c'est vide, puis après on voit les pelleteuses arriver pour les détruire. On est vraiment, il y a une violence profonde, une brutalité profonde. Et aussi, il y a des soupçons que ces choses sont détruites pour ensuite faire de Mayotte une île vraiment touristique qui rivaliserait avec les Seychelles, parce que c'est très très beau à Mayotte, il y a des lagons extraordinaires, et qui rivaliserait donc avec des hôtels resorts à 25 étoiles, où le travail que pourraient avoir des Mahorais, ça serait travailleuses du sexe, jardiniers, serveurs, femmes de ménage. Donc on est dans une situation vraiment, vraiment coloniale, profondément, et avec un ministre de l'Intérieur qui se félicite de ce qui se passe, et avec une criminalisation totale de ces personnes, avec aussi cette construction, ce sont les Comoriens, alors que, par exemple, sur l'histoire de la maternité, dont on nous répète constamment dans les médias que les femmes viennent accoucher là parce que c'est une maternité française, comme si c'était un crime, et comme si tous ces enfants qui naissent là, c'était pas des enfants, c'était pas des êtres à accueillir dans le monde, c'était pas je veux dire, c'est des bébés, on les accueille dans le monde. Non, c'était que tout ça est criminalisé, tout ça est comme quelque chose de menaçant, tout est présenté comme une menace. Ce sont des femmes qui viennent accoucher, il y a des bébés qui naissent, il n'y a quand même pas menace sur la République. Donc tout est fait, je veux dire, pour moi, c'est une situation aujourd'hui profondément coloniale et raciste et islamophobe. Profondément. Et là, et ensuite aussi, quand je disais que c'est un peu laboratoire, toutes les politiques qui sont menées anti-migrantes là sont expérimentées, je pense, pour revenir tôt ou tard en France, notamment la révision du droit du sol. Il y a déjà en France, on savait, il faut maintenant déclarer à 18 ans, je crois, ou je ne sais pas quel âge, qu'on veut être français. Mais là-bas, il y aurait, enfin, ce qui est prévu, c'est vraiment la révision totale du droit du sol. C'est-à-dire être né à Mayotte, qui est sol français, ne donnerait plus la possibilité d'être français. Cette révision du droit du sol, si elle se fait, je pense qu'elle viendra aussi un jour en France. Elle finira par venir en France. Donc on est vraiment dans une profonde révision où là s'expérimentent de nouvelles lois raciales qui reviendront en France. En général, ça circule. Il n'y a pas de raison que ça reste là-bas. François, je voulais avoir ton avis sur les restitutions des objets aux pays d'origine et quels étaient les enjeux en fait derrière politique et économique, si tu peux nous en dire un peu plus. La restitution des objets, moi, c'est clair, je trouve que tous les objets qui sont demandés doivent être restitués. Mais en fait, la restitution, elle est posée comme si c'était simplement, il y avait un objet là, on va le restituer. Hein, je veux dire, en fait, c'est l'État français qui, en général, le restitue à un autre État. Donc, c'est pas les peuples, les communautés à qui ont été volés ces objets ne les retrouvent pas. C'est donné à un État. Ensuite, l'État va voir ce qu'il en fait. Donc, déjà, il y a cette question. D'autre part, cette restitution, il y a eu une
focalisation sur certains objets, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils font, je veux dire, le roi Berzin, quelques objets ainsi. Or, il y a des centaines de milliers d'objets, et pour que vraiment on puisse avoir une idée de ce que serait la restitution, il faudrait que les personnes de ces différents pays, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, et quand je dis l'Afrique, Nord, Sud, Est, Ouest, les Amériques, les Caraïbes, puissent venir étudier ce qu'il y a dans les musées. Or, pour venir, il faudrait des visas. Or, la France n'est pas particulièrement ouverte pour les visas. Et il faudrait des bourses, il faudrait l'accès complètement libre aux archives et aux collections, ce qui n'est pas le cas. Donc, de toute façon, même la manière dont la restitution est présentée est vraiment une opération de communication, parce qu'il y a très peu de restitution et très peu de possibilités de restitution. Ensuite, il y a des restitutions qui sont faites n'importe comment, comme on avait vu avec les crânes des insurgés algériens, où finalement, sur le nombre de crânes, il n'y en avait que 6 qui étaient vrais, les autres, c'était des crânes de prisonniers ou de soldats coloniaux. Donc en plus, il y a une espèce d'indifférence à ce qui est l'objet. Troisièmement, il y a des objets qui ont besoin vraiment d'être réétudiés. On me racontait l'histoire d'un objet qui est présenté comme un tabouret au Quai Branly. Et il y a une jeune femme quand même qui s'est dit, mais enfin, ça n'a pas l'air d'un tabouret. Mais elle a pu aller au Niger faire une enquête pour découvrir que c'était un hôtel ambulant. Voilà. Donc en plus, les objets, la manière dont ils sont nommés, dont ils sont classifiés, va rendre très très difficile aussi toute une étude. Donc ça voudrait dire vraiment un énorme effort de la part des États européens, c'est-à-dire un énorme l'argent, et qu'il faudrait le faire. C'est aux États de financer. Ensuite, ce que les peuples et les communautés veulent faire de ces objets, ça serait à ces communautés, à ces peuples de le décider. Il y a peut-être des peuples qui n'en veulent plus des objets. Moi, je connais des cas, par exemple, au Canada, où il y a des peuples autochtones qui ne veulent plus de ces objets. Ils ont dit, vous les avez volés, on ne veut plus en entendre parler, on ne veut plus le savoir, on ne veut pas discuter avec vous, on ne veut pas parler avec vous. Donc tout ça, ça veut dire, la manière dont la restitution est posée, c'est comme vraiment un truc, ah oui, c'est vrai, on a fait quelques bêtises, on va vous le rendre. C'est pas du tout comme ça. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un énorme travail à faire qui n'est pas fait. Il y a des centaines de milliers d'objets, mais comme je dis, en Europe, des centaines et des centaines de milliers d'objets. Quand on voit Tervuren, c'est 150 000 objets à Tervuren, seulement, dans un musée. C'est 150 000 objets pris au Congo. C'est des centaines et des centaines de milliers d'objets volés, pillés, qui sont dans les musées européens. Alors il y a aussi des peuples qui ne veulent, je l'ai dit, qui ne veulent plus, mais même par exemple là au Canada, c'est des peuples autochtones qui vivent, mais même il y a des peuples par exemple qui disent à des pays européens, on n'en veut pas, on ne veut pas avoir affaire avec vous, et on va voir autrement. Après, il y a des questions de digitalisation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la question de la restitution pose d'énormes questions qui ne sont pas posées derrière toute une communication. Les enjeux économiques, alors il y a eu deux niveaux, c'est que il y a des protestations parce qu'il y a des objets qui ont été rendus pour faciliter des accords diplomatiques ou des accords économiques entre un État et un autre. Notamment la France a rendu un objet pour pouvoir signer un contrat. Et ensuite aussi, il y a le fait que les objets sont rendus, comme je disais, certains sont toxiques ou posent des problèmes, et que les conditions de les rendre, c'est est-ce que vous avez les musées pour les accepter? Est-ce que vous avez des conservateurs? Est-ce que vous savez conserver? Donc je veux dire, cette question de restitution pose des questions beaucoup plus profondes que ce qui apparaît en surface, où finalement quelques musées occidentaux le présentent. Et jusqu'à présent, c'est surtout des prêts. Il n'y a pas vraiment de restitution totale. C'est des prêts qui sont faits par les musées européens. Donc on est vraiment très très loin. C'est une énorme question parce que ça pose aussi des questions pour ces pays qui ont été totalement privés pendant des siècles de ce qui était ce qui faisait partie de leur monde culturel et artistique. Ça pose aussi des questions de que faire maintenant. Est-ce qu'on les veut? Est-ce qu'on veut repartir avec ça? Enfin, c'est vraiment d'énormes questions et qui posent la question de l'impérialisme puisque ça a été vraiment, vraiment pillé. Alors, on parle beaucoup de l'Afrique, mais je veux dire, l'Asie, ça a été absolument aussi un énorme pillage avec des massacres terribles. On rentre dans les musées en Europe, on rentre dans des dépôts d'objets volés. Alors, il y a vraiment une question, vraiment, c'est le vol est sous nos yeux, quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment le vol. Donc, la restitution peut devenir une question très politique, très importante,
et pas simplement une question, qui appartiendrait au monde des conservateurs et des responsables de musées. Bonjour, merci pour votre intervention passionnante. J'allais revenir sur la partie de penser l'irréparable et j'allais mentionner que moi je travaille plus sur les questions d'écologie et on parle beaucoup du côté institutionnel de réparation, de dédommagement. C'est la demande de plusieurs peuples historiquement colonisés, opprimés. Comment penser l'irréparable et comment vous envisageriez le dédommagement et notamment dans une perspective révolutionnaire éventuellement? La question de réparation et dédommagement, bon, si on pose la question simplement de la réparation, je veux dire du dédommagement, moi je suis pour rendre l'argent. Hein. Rendez l'argent, tel peuple dit c'est tant, ben voilà, vous rendez l'argent. Il n'y a pas non, oui, non, pas vraiment, non, non. Rendez l'argent. Il ne faut pas sous-estimer du tout la réparation financière. Le côté non, c'est irréparable, on passera dessus. Non, non. D'abord, même par principe, rendez l'argent. Rendez l'argent qui sont dans vos banques, qui sont dans vos palais, tout ça, vous rendez. D'accord ? Donc ça, pour moi, il n'y a même pas... Et ça veut dire, évidemment, après penser quoi, comment, etc. Ben, il y a quelque chose d'une justice économique, d'une justice financière qui est énorme. Hein, énorme. On peut parler de la dette de Haïti, le vol à Haïti. Enfin, je veux dire, c'est sans fin. C'est sans fin. Et il y a des avoirs en Europe qui sont des avoirs financiers, mais aussi des avoirs qui sont dans les palais, qui sont dans les musées, qui sont dans des tas de choses, qui sont des avoirs pris sur le vol, pris sur le pillage. Donc il y a vraiment une question de justice réparatrice énorme à voir. Ensuite, sur la question, évidemment, de l'irréparable, c'est-à-dire ne pas le penser de manière, pour moi, mélancolique. Hein, c'est pas du tout, ben voilà, parce que la mélancolie, ça serait encore de tomber dans un côté, l'occidental, c'est fini, on n'a rien pu, mais de partir vraiment de ce qu'en fait, finalement, les peuples du Sud, avec les peuples du Sud, ont vécu, c'est-à-dire avec la destruction et la dévastation, et en restant totalement vivants, debout, et en continuant à créer. La création ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a colonisation européenne. Les gens n'ont pas perdu leur langue, même si des langues ont été imposées, n'ont pas perdu la création. Et dans la lutte, ont inventé aussi des nouvelles formes d'être ensemble, d'organisation et de solidarité sud-sud qui ont été extrêmement importantes. Donc il y a des choses, on a une bibliothèque de savoir pour penser justement comment dépasser justement, enfin comment vivre avec ces forêts dévastées et refuser aussi les technologies de réparation de forêts. Parce que j'avais beaucoup lu ça. Alors, par exemple, reforester en mettant, par exemple, je crois que c'est le pin, non ? Enfin, je veux dire, de planter un arbre qui est très important pour l'industrie du papier. Je crois que c'est le pin, mais enfin, les choses... Par exemple, il y a énormément de forêts qu'Israël remet et qui sont juste pour l'industrie du papier, après avoir détruit les forêts des Palestiniens. Donc il faut aussi faire attention à ce que c'est que la reforestation, vraiment de penser, non, c'est pas de ça qu'on veut. On veut pas de votre technologie verte. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est une question absolument centrale aujourd'hui. C'est la question que vous posez, donc je réponds rapidement, mais c'est une question pour moi très centrale. Je change totalement de sujet, je reviens un peu plus loin sur la notion de paix révolutionnaire. Et en t'écoutant, je me suis posé la question de savoir si ce à quoi aspirent les Kurdes aujourd'hui pouvait entrer dans cette notion de paix révolutionnaire. Et peu importe la réponse, c'est un peu une question dans la question. Est-ce qu'on a des exemples, je veux dire, dans notre histoire, dans notre mémoire collective, de volonté de paix révolutionnaire qui aurait fonctionné et qui serait encore là? Je ne sais pas si c'est très clair. La paix révolutionnaire, les exemples de volonté de paix révolutionnaire, oui, il y en a. Et si nous avons pris cette initiative il y a 2 ans, je crois, enfin j'oublie, je pense qu'il y a 2 ans, c'est vraiment d'une part parce que il y a des demandes, il y a aussi des mises en pratique de cette paix par des communautés autochtones, c'est-à-dire comment résoudre les conflits autrement que par la destruction et tuer.
Mais la paix révolutionnaire, nous étions très clairs, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas prendre les armes. Attention, hein, c'est pas, on est pas, je veux dire, c'est un pacifisme décolonial, c'est pas un pacifisme de laisser, comment dire, de tendre la joue gauche, comme on dit. Mais sur cette question de volonté de paix révolutionnaire, elle se pose, oui, bien sûr, elle se pose même aujourd'hui en Europe, d'un certain mouvement qui ne sont pas pour trouver, je veux dire, qui échappent au discours de guerre juste en Ukraine ou de guerre injuste, qui sont des pièges à prendre, mais qui sont aussi à voir. La paix révolutionnaire, ça ne veut pas dire, comment dire, un pacifisme béat. Ça veut dire de résoudre les conflits autrement que par le carcéral, la loi, la police, l'armée, la bombe, le tank, l'envahissement, l'établissement de frontières le long desquelles réfugiés et migrants meurent. C'est vraiment repenser complètement ce que pourrait être, comment à la fois les peuples vivent là avec leur culture, leur langue, etc. Il ne s'agit pas d'espèce de goulbi-goulba dans la paix révolutionnaire, mais vraiment de résoudre, de penser les conflits. C'est ce que les Africains-Américains appellent l'abolitionnisme aujourd'hui, la lutte pour l'abolitionnisme, c'est-à-dire de penser l'abolition des formes de domination et de réponse du conflit par le carcéral.